Bonjour et merci d'être avec nous de nouveau pour ce MAG. Comme chaque vendredi, vous le savez maintenant, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale. En ce moment, forcément, ce sont les législatives, donc on parle un petit peu plus de politique dans le MAG. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Colin. Alors l'autre Antoine Colin, c'est un plateau un peu particulier aujourd'hui puisque nous avons deux Antoine Colin sur le plateau. Antoine Colin, candidat de Lutte ouvrière à la députation sur la première circonscription de La Rochelle. Il est accompagné dans cette élection par Dominique Raymond, sa suppléante. Et pour échanger comme d'habitude avec notre invité, Yannick Picard. Bonjour. Bonjour Yannick. Et Antoine Colin, donc. Bonjour. Bonjour Antoine. Antoine Colin, notre invité, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Et merci d'avoir accepté déjà de venir sur notre plateau pour parler de ces législatives. Je le disais, vous êtes candidat du parti Lutte ouvrière à la députation sur la première circonscription de Charente-Maritime, donc vous visez la place de l'actuel député Olivier Falorni. Antoine Colin, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez aux législatives, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à des élections. Certains vous connaissent, d'autres un peu moins. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots ? Oui, alors je suis militant de lutte ouvrière depuis que je suis lycéen, en fait. Ça fait un certain nombre d'années maintenant, parce que la société capitaliste me révolte par plein d'aspects dont on aura, je pense, l'occasion de parler. Mais on voit aujourd'hui qu'on a un monde fou, on a un monde on a vécu la crise sanitaire, il y a la crise économique qui menace aussi d'affamer le monde entier avec la crise des prix des céréales, qui menace de famine plusieurs pays, on a la guerre maintenant, on a un monde inhumain et surtout qui propose comme perspective l'aggravation. Donc parlez-nous de vous. Qui êtes-vous ? Vous êtes enseignant-chercheur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis enseignant-chercheur à l'université de La Rochelle. Depuis un certain temps maintenant. Vous avez quel âge, Antoine Colin ? J'ai 50 ans. Vous nous disiez que vous étiez militant depuis que vous êtes au lycée, donc oui, un vrai engagement. Oui, je me suis engagé en fait par révolte contre la société et puis aussi, disons que la révolte contre la société, elle était préalable, mais j'ai rencontré des militants avec qui j'ai discuté justement des perspectives communistes et ça a fait écho à la situation qu'on vivait à l'époque. C'était en pleine guerre du Golfe. C'était la guerre du Golfe, on nous présentait Saddam Hussein comme le nouvel Hitler. Vous discutez politique avec vos étudiants ? Ça m'arrive, oui, bien sûr. Il y a des étudiants qui me posent des questions que je retrouve parfois après leurs années de scolarité. Bien sûr, ça m'est arrivé, ouais. Ouais. Après, en cours, oui, c'est les maths. Je fais cours, voilà. Voilà, oui, vous êtes dans les mathématiques. Mathématiques et puis histoire des sciences aussi. Je fais un cours d'histoire de l'astronomie. Alors, c'est vrai qu'il touche plus à des sujets sociaux et politiques parce qu'il y a des enjeux dans toute l'histoire, en fait. Même l'histoire des sciences, les conflits de Galilée avec l'Église, par exemple, c'est des sujets politiques. Alors, à toutes les élections, quelles qu'elles soient d'ailleurs, les candidats lutte ouvrière, alors je vais vous taquiner un petit peu, prennent une veste, il faut le dire, au présidentiel, vous avez fait un score assez faible. Vous-même, sur certaines élections législatives 2017, en 2012, 2017, 2020, les scores étaient un peu faibles. Qu'est-ce qui vous motive à chaque fois à y retourner ? Parce qu'il faut quand même il faut prendre sur soi en se disant « Ah, le message n'est pas passé, les gens ne nous ont pas entendus, mais ça fait rien, vous y retournez ». L'énergie, vous la trouvez où ? Oui, alors d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que je briguais le siège de M. Falorni à l'Assemblée, en fait. Nos perspectives, c'est bien au-delà de ça. Nos perspectives, c'est de défendre des perspectives face à ce monde fou. Et pour nous, les perspectives, c'est que les travailleurs s'emparent du pouvoir qu'ils ont par le rôle qu'ils ont dans l'économie. Aujourd'hui, le monde du travail produit toutes les richesses de la société, mais il est condamné à obéir, à être mal payé, à être remercié par des licenciements, par des cancers, des maladies professionnelles. Oui, mais localement, il est clair que vous briguez la place d'Olivier Falorni.
Si demain, vous savez, le système électoral, on va pas se la raconter, le système électoral nous laisse aucune chance d'avoir un député. En fait, le système majoritaire est fait pour écarter mais qu'est-ce qui vous motive, vous, comme les autres membres de Lutte ouvrière, pour y retourner, pour aller au charbon? Parce que, comme disait Ludovic, c'est vrai que il est taquin, mais la réalité est là, vous prenez une veste à chaque fois, quoi. Non, justement, c'est pas des vestes, hein, parce que nous, notre but dans ces élections, c'est de défendre des perspectives. Et alors, effectivement, de les faire approuver. Donc, on invite bien sûr à voter pour nous, et on dénonce tous les faiseurs d'illusions dans ces élections, parce qu'ils prétendent tous. C'est qui les faiseurs d'illusions, des noms? Alors, les faiseurs d'illusions, c'est sur votre circonscription, allons-y, hein, on est en local. Mais tous, si vous voulez, Macron qui prétend gouverner pour l'intérêt général, alors qu'il défend la grande bourgeoisie, le grand patronat, Le Pen qui veut jouer le rôle de la première opposante, mais qui en fait est tout à fait aussi mais localement, Falorni faiseur d'illusions. Mais bien sûr aussi, et puis Falorni, et puis la gauche NUPES. On va en parler d'ailleurs. Bien sûr. Il y a un paradoxe quand même dans le parti Lutte ouvrière, parce que vous dites que vous portez la parole des ouvriers, ça on le comprend bien, et puis vous portez aussi la parole des anticapitalistes, mais politiquement, pourquoi se représenter et pas simplement parler de politique en général sans pouvoir se présenter aux législatives Vous avez peur de ne pas être entendu? C'est une façon aussi d'être entendu, c'est une façon de se faire entendre. Alors, oui, je vous remercie de poser la question. En fait, on milite toute l'année, tout le temps, devant les entreprises, à l'intérieur des entreprises. On a des bulletins d'entreprise, d'ailleurs une presse d'entreprise sur La Rochelle, comme dans toute la France. On est présent tout le temps, en fait. Mais les élections, c'est un moment aussi dans lequel on peut s'adresser d'un seul coup à des millions de personnes et en plus leur permettre de faire un geste, leur permettre d'approuver ce qu'on dit. Alors pour le moment, effectivement, il y a un nombre réduit de personnes, mais c'était quand même 200 000 personnes, si on compte pas en pourcentage, si on compte en nombre de personnes. C'est 200 000 personnes qui ont eu la conscience d'approuver ce que disait Nathalie Arthaud, alors qu'effectivement, elle n'avait aucune chance d'être élue, mais qui ont tenu à affirmer ça. Et pour nous, c'est un gage pour l'avenir, parce qu'on va se prendre des coups. Hein. Les travailleurs vont continuer à se prendre des coups, et c'est même les menaces de guerre. C'est un monde dangereux dans lequel on vit et qui va continuer à s'aggraver. Et le système capitaliste nous permettra pas de nous défendre. Il n'y a aucun ni Macron, encore moins Le Pen, ni justement les faiseurs d'illusions de gauche, hein, parce qu'en fait, le vrai pouvoir, il n'est pas à l'Assemblée. Le vrai pouvoir, c'est pas non plus Macron. Le vrai pouvoir, c'est les milliardaires qui l'ont entre les mains. C'est ceux qui décident de fermeture d'entreprise, de licenciement. D'un côté aussi, il y a le fait que, vous l'avez dit, vous êtes militant depuis que vous êtes lycéen. Ouais. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer par rapport à ça? Est-ce qu'il y a moins de capitalisme? On n'en a pas l'impression. J'ai vu les choses évoluer, mais en pire. En pire. La société s'est durcie. Continuer à faire de la politique, à vouloir s'investir dans ces présidentielles ou dans les législatives ou régionales ou autres élections. Mais vous savez, l'histoire, elle évolue de manière contradictoire. Quand on regarde les luttes du passé, elles ont été précédées parfois de périodes de recul profond. Bientôt, là, il y a l'anniversaire de la Commune de Paris. Ça va être fêté à l'île Madame, là où les communards étaient déportés. Hein. Eh bien, cette Commune de Paris, son écrasement, ça a été suivi d'un recul profond du mouvement ouvrier, où tout le monde baissait la tête. Hein. Et ça n'a pas empêché après les luttes de renaître, et même des luttes révolutionnaires qui ont ressurgi par la suite. La Première Guerre mondiale, elle a donné lieu à une vague de révolution. Hein. Mais au moment de la guerre, c'était tout le monde baissait la tête. Hein. C'était la dictature. Justement, une petite... Est-ce que vous avez le sentiment véritablement que les Français sont prêts à faire cette révolution, celle que vous attendez, le grand soir, comme on l'appelle? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, là, depuis le nombre d'années où vous militez, est-ce que vous avez encore le sentiment que les Français sont prêts à faire cette grande révolution, ou ce sont définitivement des moutons?
Alors non, moi je dis absolument pas que c'est des moutons. Vous savez, est-ce que la population était prête à faire la révolution en 1788 ? Est-ce qu'ils étaient prêts à la mort du roi ? Est-ce qu'ils étaient prêts à tout ça, à la République ? Personne n'aurait parié sur ça. Mais c'est les événements qui ont provoqué la nécessité. Et le monde en guerre qui nous attend, là, qui va se renforcer, c'est ça qui va pousser, qui va ne pas laisser le choix. Puis le monde en guerre, le chômage, la guerre économique, parce que la guerre tout court, c'est la poursuite de la guerre économique qui est menée tous les jours par les grandes entreprises contre les travailleurs, et puis même entre elles d'ailleurs, les grosses qui rachètent les petites pour les manger, ou qui sous-traitent. Je rebondis sur le mot entreprise, oui. Antoine Collin. Oui. Localement, vous disiez que vous étiez à la porte des entreprises, à distribuer vos éléments. Est-ce que vous passez l'intégralité de votre temps libre à militer ? Actuellement. Ou avant, au quotidien. Oui, enfin pas l'intégralité, je prends des vacances aussi. Mais, mais vous savez, même quand on milite, c'est aussi une préoccupation. On vous retrouve où ? On vous retrouve, je ne sais pas, à la porte de chez Alstom, à Étré, à l'hôpital, devant Alstom, mais c'est aussi à l'intérieur des entreprises qu'il y a des militants notre presse d'entreprise, elle est distribuée de l'intérieur par des militants. Via des syndicats peut-être ? Non, c'est une presse politique. C'est un bulletin politique qu'on a dans les entreprises, tout à fait. On a aussi un journal politique, Lutte ouvrière, un hebdomadaire, qu'on diffuse en vente militante, qu'on passe proposer dans les cages d'escalier, en porte-à-porte. Voilà, c'est un militantisme de terrain. Oui, puis qu'on fait toute l'année, en fait, qu'on ne fait pas simplement au moment des élections législatives ou présidentielles. Parce que sur le fond, nous on compte sur la conscience des travailleurs. Et on sait que, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de travailleurs ont le moral en berne, ils se prennent les coups, les luttes ne sont pas à la hauteur des besoins, mais en fait, c'est aussi la conscience que pour se défendre, il y aura besoin d'une lutte d'ampleur. Et une lutte d'ampleur, ça peut être qu'explosif. Parce que les luttes partielles, aujourd'hui, elles ne permettent même pas de faire vraiment reculer les grandes entreprises quand elles sont prêtes à licencier, quand elles bloquent les salaires comme aujourd'hui. Donc il faudra effectivement une explosion sociale. On va revenir à ces présidentielles et plutôt ce qui s'est passé après, avec donc ce nouveau parti, NUPES, qui est arrivé, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui regroupe, je le rappelle, donc, les Insoumis, les Verts, le PS, le PC, et vous n'y êtes pas. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on porte de toute autre perspective. Lutte ouvrière et le PC, il y a une si grande différence que ça ? C'est si loin ? Écoutez, c'est devenu très loin. Oui, le Parti communiste, à l'origine, il portait les idées communistes. Mais le Parti socialiste, en remontant encore plus dans le temps, avant la guerre de 14, c'était aussi un parti marxiste, révolutionnaire. Mais depuis, ils sont passés dans l'autre camp. Aujourd'hui, ils gèrent la société capitaliste. Et le NUPES, là, eh bien, on a pu voir... les perspectives qu'ils portent, c'est quoi ? C'est de mettre Mélenchon Premier ministre de Macron. C'est déconnant. Mais écoutez, en tout cas, c'est certainement pas ça qui va proposer des perspectives aux travailleurs. En plus, l'union de la gauche, on l'a déjà vu plusieurs fois, il n'y a pas si longtemps, sans remonter même à Mitterrand, à la première union de la gauche, ça avait quand même conduit à Chirac au pouvoir en 86, et puis en 86 à Le Pen pour la première fois avec 41 députés. Ça s'est décidé à l'échelon national. Et c'était les déceptions qu'ils ont créées dans le monde du travail. Ça s'est décidé à l'échelon national, ce NUPES, oui, mais vous, localement, est-ce que votre téléphone a sonné ? Est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de candidats, on va dire, de gauche qui se présentent sur cette première circonscription ? Ouais. Est-ce qu'on vous a appelé ? Non, je pense qu'ils me connaissent assez pour savoir qu'ils n'avaient pas besoin de me téléphoner. Ouais. Non, parce que par exemple, vous avez, alors c'est pas votre circonscription, c'est la deuxième circonscription, vous avez Nordine Raymond, qui est issu du NPA, donc relativement plus proche des idées, de vos idées que de LFI. Est-ce qu'il y a eu des conversations entre, par exemple, Nordine Raymond et vous, ou le candidat sur la deuxième circonscription, où il y a une frontière, vous la franchissez pas et chacun reste chez soi?
Non, mais comme vous disiez, issu du NPA, effectivement, donc ça veut dire qu'il n'y est plus. Hein. Donc c'est effectivement le NPA est plus proche de nous, mais le NUPES défend d'autres perspectives que ça. Hein. Les perspectives qu'il défend, c'est de faire élire des députés. Nous, notre perspective, c'est de renverser le capitalisme parce qu'on pense qu'il n'y a pas de solution dans le cadre de système. Et puis, en attendant de le renverser, les perspectives immédiates, c'est d'imposer un contrôle des travailleurs sur l'économie. Parce que il n'y a rien qui sera possible tant que ce sera la dictature des marchés, la dictature des financiers, la dictature des banques. Même dans les hôpitaux, maintenant, c'est les banques qui font la loi. Les hôpitaux sont endettés, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, sont endettés à milliards auprès des banques. Hein, donc, c'est les banques qui décident finalement des économies que les hôpitaux doivent faire. Vous, Antoine Collin, vous n'avez connu que les premiers tours dans les différentes élections auxquelles vous êtes présenté. Là, il n'y aura pas de barrage à faire à la droite sur la première circonscription, il n'y a pas de candidat chez les Républicains. Oui. S'il y en avait eu un, par exemple, est-ce que vous auriez fait un appel à voter pour le candidat de gauche ou de centre-gauche qui aurait pu se retrouver en face? Est-ce que c'est dans vos habitudes? Donc, vous savez, personnellement, au deuxième tour... Je ne parle pas des consignes nationales. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'ailleurs de différence entre mes habitudes et les consignes nationales, mais nos perspectives, c'est certainement pas de décider qui va gérer la société, qui va avoir le siège de député. Nos perspectives, c'est de défendre des perspectives de lutte au travers de l'élection. Donc au deuxième tour, en général, il n'y a plus de perspectives. Effectivement, les candidats qui défendent le camp des travailleurs sont écartés pour le moment. Hein. Le mot lutte revient souvent, puis c'est aussi l'identification de votre parti. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment qu'on pourrait l'associer à un syndicat. C'est une erreur, alors, ça ou on vous trouve souvent dans les manifestations, on voit vos drapeaux. Alors, est-ce qu'on fait fausse route? Alors, c'est différent d'un syndicat, et par contre, c'est une lutte qui complète la lutte syndicale. D'ailleurs, vous vous rapprochez de quel syndicat le plus, alors? Il n'y a pas de syndicat... si vous voulez, les militants de lutte ouvrière, ils sont dans les syndicats les plus combatifs du lieu de travail où ils se trouvent. C'est souvent la CGT, c'est parfois Sud, ça dépend des entreprises. Hein, ils sont dans les syndicats où ils peuvent... rencontrer le plus de travailleurs qui ont envie de s'opposer. C'est quoi ce message que vous faites porter, que vous voulez faire passer à chaque fois? Alors, c'est dans les entreprises, la lutte politique, elle complète la lutte syndicale, si vous voulez. C'est logique de se défendre au quotidien face aux attaques, face aux menaces de licenciement, face aux salaires bloqués alors que les prix s'envolent. Donc ça peut être mené dans un cadre syndical. Mais il ne faut pas perdre de vue que tant que le patronat contrôlera l'économie, tant que les grandes banques, les milliardaires contrôleront tout. En fait, toutes les petites victoires qu'on pourra arracher, et aujourd'hui c'est surtout limiter les reculs plutôt que des victoires, eh bien, ce sera, même s'il y a des victoires, ce sera repris en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'au-delà des luttes syndicales, on est porteur de perspectives politiques. Il y a certains sujets, par contre, sur lesquels on ne vous entend jamais. Hein, on peut parler de l'écologie, par exemple, on peut parler de la culture. Si. Qu'est-ce que vous nous dites de la culture? C'est quoi la culture chez Lutte ouvrière? Mais la culture... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, par exemple, là, il y a la fête de Lutte ouvrière qui va avoir lieu du 27 au 29 mai. Où ça? Alors, c'est à Presles, dans le Val d'Oise. C'est le plus grand rassemblement de l'extrême gauche. Vous serez présent? Oui, j'y serai. C'est une fête qui dure 3 jours. Et il y a une foule d'activités culturelles. Alors, il y a des spectacles, mais il y a aussi plein de manières de s'enrichir culturellement, d'apprendre plein de choses. Il y a un chapiteau scientifique avec plein de débats. Il y a une cité des arts où on apprend d'où viennent les couleurs des peintres. On relie les arts et la technique. Chez Lutte ouvrière, on nationalise la collection de Monsieur Arnaud ou pas? Évidemment, il faudrait que ce soit... Mais bien sûr, c'est extrêmement choquant que ça appartienne à des particuliers qui peuvent décider de rendre accessibles ou non au public. Hein. Mais d'ailleurs, vous avez peut-être entendu sûrement qu'un tableau vient d'être vendu près de 200 millions de dollars. Hein. Mais alors, c'est révoltant à plein de titres. Hein. C'est qu'on soit prêt à mettre autant d'argent avec ces 200 millions de dollars, on aurait pu construire 5 hôpitaux.
Voilà, c'est ce qui manque à la population. Mais c'est révélateur aussi de la folie de cette économie où en fait des milliardaires ne savent pas quoi faire de leur argent, de leur profit. Ils n'ont pas confiance dans leur propre économie en fait. Parce que sinon, ils réinvestiraient cet argent dans l'économie productive. Mais ils voient bien que la population est appauvrie, n'a pas de quoi acheter. Donc pour eux, c'est pas porteur d'investir dans l'économie productive. Et c'est pour ça qu'ils seront à la recherche de placements comme ça pour aussi éviter l'inflation. Donc ils mettent ça dans des tableaux de maître, ils achètent de l'or, etc. Donc l'argent est immobilisé dans des choses improductives, alors qu'il y a pourtant des besoins énormes dans la société. Il faudrait construire, bien sûr, embaucher dans les hôpitaux. On a vu la nécessité avec la crise sanitaire. Il faudrait investir dans la recherche scientifique, dans plein de domaines. On va y venir. Ouais. On va se recentrer sur votre campagne. Antoine a une question. Oui, ça tombe bien que vous parliez d'économie et de finances. Comment financez-vous votre campagne ? Est-ce que le Parti ouvrier vous aide ou est-ce que c'est vous qui injectez de l'argent à 100% dans votre candidature ? Alors, notre campagne, elle est financée par les militants et par des souscriptions publiques, des souscriptions donc couvertes à la population. Des dons, en fait. Des dons, voilà. On demande aux travailleurs qui sont d'accord avec nos idées de nous aider. Concrètement, la campagne d'Antoine Colin sur ces législatives va coûter combien ? Alors vous êtes fixé quel budget ? Le budget, en fait, il est minimal. Notre budget, c'est quasiment exclusivement le prix des bulletins de vote, des circulaires, c'est-à-dire des professions de foi. Vous avez un directeur financier de campagne j'ai en tête le chiffre national. Je crois que c'est de l'ordre d'1,5 million d'euros, quelque chose comme ça, au niveau national. Votre campagne, vous, Antoine Colin. Écoutez, vous divisez par les 554 circonscriptions dans lesquelles on se présente. C'est vous le mathématicien. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est la dernière fois, ça vous avait coûté combien ? Alors, c'est pas moi personnellement, comme je vous disais, c'est l'ensemble des militants en fait qui collectivement financent la campagne avec les militants, les sympathisants. Vous avez un mandataire financier sur votre campagne ? Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc, je vous dis, le prix, c'est, j'ai pas en tête ce prix-là parce que les téléspectateurs diviseront. Ça a été chiffré au. Oui. Je ne veux pas dire de bêtises de tête, mais voilà. Justement, on va revenir à votre programme, et j'insiste, depuis le début de l'émission, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est le local. Je sais que vous êtes là pour porter un message national, mais localement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre campagne ? Qu'est-ce qu'il y a sur vos documents qui sont peut-être déjà imprimés ? Alors, nos documents de campagne, oui, c'est les problèmes nationaux, mais qui se reflètent dans les problèmes locaux. Enfin, c'est sur le monde inhumain qu'on a aujourd'hui, ça se reflète, je sais pas, dans la circonscription. Il y a une prison, par exemple. Oui, alors qu'est-ce que vous prévoyez sur cette prison, vous ? Je prévois rien sur cette prison en général, mais ce qui est révoltant, c'est que on a un monde. La France, par exemple, a été condamnée par le tribunal des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, pour les conditions inhumaines de détention en France, inhumaines et dégradantes. Oui. Voilà, c'est ça le mot, je crois. C'est révoltant, dans un pays qui a des moyens considérables. Albert Camus disait qu'on juge un pays à l'état de ses prisons. Voilà, j'ai reformulé ma question, Antoine Colin. Vous êtes élu député. Ouais. Quel premier dossier vous allez porter dans l'hémicycle ? Dossier local, le dossier de la première circonscription, qui, je le rappelle, concerne l'agglomération de La Rochelle, mais aussi l'île de Ré. Alors justement, je ne me présente pas pour porter des dossiers dans cette machine à parler qui est l'Assemblée. Pourquoi vous êtes candidat Parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on changera les choses. Alors, comme je vous le disais, je suis candidat pour porter des perspectives de lutte pour les travailleurs et pour les faire approuver dans cette élection. Parce que je pense que c'est sur ce terrain-là que ce sera bien plus efficace que les moulins à parole qui seront à l'Assemblée, qui savent très bien d'ailleurs que tout ce qu'ils sont en train de discuter, ça aura bien peu de poids face à la crise qui s'aggrave. Alors, juste pour qu'on imagine bien la situation. On pourrait très bien imaginer, demain, vous êtes véritablement élu député. Donc vous n'allez pas à l'Assemblée, c'est ça ?
Vous dites bien sûr. Stop, je vais pas dans ce, comme vous dites, ce moulin à parole. Donc vous dites, bah non, moi j'y vais pas. Voilà. C'est ça ? Non, pas du tout. Si j'étais élu député, effectivement, il y a eu dans le passé d'ailleurs des députés révolutionnaires. Il y en a eu, Jaurès, vous savez. Il y en a eu dans le mouvement ouvrier allemand, même en Russie. Il y a même eu des députés. Donc ceux-là allaient bien défendre leurs idées à l'Assemblée. Ils allaient défendre les intérêts des travailleurs à l'Assemblée, mais surtout dénoncer en fait, parce qu'ils savaient qu'ils avaient peu de pouvoir, mais ils se servaient de l'Assemblée comme une tribune et ils comptaient d'ailleurs pas forcément sur la presse pour relayer trop leurs journaux, parce que c'était la presse nationale le faisait pas trop, donc c'était les journaux ouvriers qui publiaient ce qu'avait dit le député à l'Assemblée, et ça avait un certain retentissement quand les problèmes des petits travailleurs un peu partout dans le pays étaient portés comme ça à la face du monde à l'Assemblée, et quand ça apparaissait dans les journaux ouvriers, eh bien ça donnait le moral aux travailleurs, ils se sentaient plus forts dans leur lutte. Jean Lassalle va vous manquer à l'Assemblée ? Vous savez, non. C'est pas une question de personne. Bon, c'est un personnage atypique, il dit ce qu'il a envie de dire à sa façon, il porte des messages un petit peu comme vous. Ouais. Donc, est-ce que c'est un personnage qui va manquer à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il en faudrait plus des personnages ? Peut-être aussi. Le message que je veux porter, c'est le message que les travailleurs doivent prendre confiance dans leurs forces. C'est un message que j'entends de la part d'aucun autre courant que le nôtre pour le moment. J'espère que ça donnera envie à des militants de se joindre à ces perspectives-là et de nous rejoindre. Voilà, c'est ça qui manque, c'est ce message qui manque. Si je comprends bien, aucun des participants, enfin des candidats à la députation chez le Parti ouvrier sont des hommes politiques alors ? Vous ne faites pas de politique en tant que tel ? Alors on n'est pas des politiciens professionnels, effectivement. Les 554 candidats, là, on se présente dans toutes les circonscriptions, sont tous des travailleurs ou des travailleurs à la retraite. Mais on est tous issus du monde du travail. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être étiquetés comme des lanceurs d'alerte plutôt que des politiques, justement ? Écoutez, on pourra répondre à ça. Comme je vous le disais, on n'est pas que des lanceurs d'alerte. Bien sûr, on dénonce beaucoup de choses. C'est pas une honte d'ailleurs des lanceurs d'alerte. Je leur tire leur chapeau sur tous ceux qui ont été réprimés par la suite. Il faut les protéger, ces gens-là. Bien sûr. Mais ceci dit, c'est pas le système qui les protégera. C'est peut-être les travailleurs en se mobilisant. Quand certains dénoncent les dents. Mais moi, d'ailleurs, vous parlez des lanceurs d'alerte, mais en fait, moi, je suis pour que tous les travailleurs puissent devenir des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, un travailleur qui dirait ce qui se passe dans son entreprise, regardez à Buitoni ce qui s'est passé. À Buitoni, les travailleurs avaient dénoncé dans leur entreprise qu'il y avait des rats, qu'il y avait des asticots, qu'il y avait même de l'huile de moteur qui se déversait dans les pizzas. Ils ont dénoncé tout ça, en fait. Mais ça n'avait pas été écouté, la presse n'y était pas intéressée, même l'ARS, l'Agence régionale de santé, s'y était pas intéressée. Il a fallu qu'il y ait un procès même pour que ça éclate. Il a fallu qu'il y ait des morts. Et il y a encore, ça a encore recommencé. Là, il y a encore eu d'autres empoisonnements. Voilà. C'est pour ça que moi je fais confiance en les travailleurs pour effectivement pour dire ce qu'ils voient autour d'eux, parce que c'est des millions de personnes qui savent en réalité ce qui se passe dans la société. Vous faites confiance dans les travailleurs, mais vous n'écoutez pas dans une certaine forme de presse, on va dire. Écoutez, il y a des journalistes honnêtes, mais vous savez, comme moi, que la presse, beaucoup d'organes de presse appartiennent à des milliardaires comme M. Bolloré, qui peut lancer un candidat comme on lance un paquet de lessive. Bon, c'est pas le cas d'Onis TV, je vous rassure tout de suite. Non. Nous n'avons pas été approchés par M. Bolloré. On va avancer dans cette émission, Antoine Colin, et on va passer tout de suite au billet d'humeur, billet d'humour d'Antoine Colin. Oyez, oyez, chers camarades, ce message s'adresse à tous les enseignants de France et de Navarre. La révolution a commencé. Et oui, nos professeurs claquent la porte de l'éducation nationale, direction la politique, une vieille tradition de gauche que l'on retrouve chez le Parti ouvrier. On a connu l'époque dans laquelle, pour être ministre, il fallait avoir été résistant. On a eu celle du profil manager, type école de commerce. Aujourd'hui, on a celle des professeurs. Souvenez-vous, déjà en 2012, certains de nos ministres, et non des moindres, se permettaient même de jouer un peu avec leur parcours pour en être
Jean-Marc Ayrault se présentait comme professeur d'allemand depuis 1973. La date de démarrage est bonne, mais il manque celle de la fin de carrière. Or, Jean-Marc Ayrault était professeur à temps plein de 1973 à 1977. Vous voyez, comme quoi, on n'a pas besoin de faire 10 ans de carrière pour se lancer dans la politique. Alors, en marche, sans mauvais jeu de mots bien sûr, après un bon entraînement sur les élèves, les profs s'attaquent aux citoyens dans leur globalité. Alors, il est où le problème, monsieur Collin? Vous n'êtes pas assez bien payé, c'est ça? Vous travaillez peut-être trop. Après, je vous accorde que c'est un bon exercice que d'essayer de parler de politique avec nos jeunes aujourd'hui. Bon, après, quand ton prof te parle de lutte des classes pendant 1 heure, ça doit être une sale ambiance au lycée, surtout quand on est prof d'économie comme Nathalie Arthaud. À la fin du cours, tu as les terminales S qui vont casser la gueule au terminal L. Je vous raconte pas le bordel. En plus, avec un prof lutte ouvrière, quand tout le monde part à Londres, Barcelone ou encore Paris, et ben toi, tu pars à Valenciennes. Bon, c'est un peu moins génial, sans parler des relations en salle des profs. Si un quart part en grève, l'autre quart part en politique, on n'a plus grand monde pour enseigner. En plus, vous avez vu en 2022, c'est une année catastrophique pour le recrutement des enseignants. Les concours pour entrer dans la profession ont de plus en plus de mal à faire le plein. Logique, tout le monde a compris la technique. Tu te lances en politique, avec un peu de chance, tu deviens ministre de l'Éducation nationale et hop, des vacances gratis à Ibiza. Regardez, d'après les premiers résultats des épreuves d'admissibilité du CAPES, connu depuis mardi, dans plusieurs disciplines, il faut s'attendre à d'importants déficits dans les effectifs, notamment en mathématiques que vous enseignez, et en allemand. Mais bon, peu importe, l'insurrection a commencé et la force des révolutionnaires, c'est de croire en ses idées pour changer le monde. Alors pas le choix, il faut sauver le sort de la classe ouvrière, terminer l'éducation nationale, terminer les ados prépubères, place au combat, direction la fin des licenciements, le partage des richesses et le retour à notre bon vieux communisme. Par contre, monsieur Collin, il va falloir changer ce nom, lutte ouvrière. Ça passe plus. Maintenant, dans les usines, on n'a plus que des robots. Alors, vaut mieux renommer le parti Lutte Robotique. Comme ça fait un peu plus moderne. En tout cas, le temps de notre chère Arlette Laguiller n'est pas encore évolué. Je le rappelle, c'est la première femme à se présenter à l'élection présidentielle. Il me semble que c'était en 1974. Elle a été candidate à 6 reprises avant de passer le flambeau à Nathalie Arthaud en 2007. Notre Arlette nationale vous a montré le chemin. Toutefois, une question subsiste. Pourquoi les Français se sentent-ils plus prêts à voter pour l'extrême droite que pour l'extrême gauche ? Bonne question. Alors oui, la classe ouvrière, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été remplacée par des robots. Elle est d'ailleurs même bien plus nombreuse qu'à l'époque de Marx. Aujourd'hui, la classe ouvrière, elle est partout, elle est dans le supermarché, à tenir les caisses, y compris des étudiants d'ailleurs pour payer leurs études, qui sont obligés de travailler le soir à Carrefour ou le week-end. Et puis, oui, les bas salaires, ils sont partout, y compris à l'université, mais surtout les secrétaires qui ont des salaires pour beaucoup proches du SMIC. Effectivement, les salaires sont bloqués en plus, ils ne permettent pas de suivre les prix. D'ailleurs, la situation se dégrade tellement qu'ils maintenant, y compris même, ils sont en train d'embaucher des enseignants, des maîtres de conférences contractuels qui resteront au premier échelon tout le temps. Il faut faire des économies, tellement les budgets sont restreints, sont comprimés. Vous nous rappelez, chez Lutte ouvrière, le SMIC minimum que vous prenez ? Alors nous, effectivement, on dit qu'il y a besoin au minimum de 2 000 euros par mois, non seulement pour en net ou en brut ? En net, bien sûr, 2 000 euros net par mois, aussi bien pour les salariés que pour les retraités, mais ça doit être aussi le minimum pour les allocations de handicap. Voilà. Cette allocation, pas un revenu en dessous de 2 000 euros. Pour le calcul de l'allocation handicap dont vous parliez, on prend en compte les revenus du ménage ou pas du tout ? Alors non, moi je suis tout à fait effectivement pour changer les choses, parce que c'est pas normal que des travailleurs handicapés se retrouvent dépendants de leur conjoint pour cette allocation. Donc l'allocation, elle doit être uniquement pour eux, indépendamment de ce que gagne leur conjoint. Ouais. Pour revenir à ma question, comment vous expliquez que les Français votent plus pour l'extrême droite que pour l'extrême gauche ? Bah écoutez, ce que je veux dire d'abord, c'est que l'extrême droite, si elle a pu progresser comme ça, on parlait tout à l'heure de l'union de la gauche. C'est justement la trahison des perspectives que les partis de gauche étaient censés porter, qui ont fait monter plusieurs fois les scores de Le Pen. La première fois, c'était en 86. La fois suivante, c'était après à nouveau une union de la gauche. C'était
le gouvernement Jospin, avec participation d'ailleurs de ministres communistes, vous parliez tout à l'heure du Parti communiste, qui au pouvoir avait mené une politique de trahison, qui avait privatisé Air France, qui avait continué les attaques sur les retraites de la droite, qui avait trahi ses espoirs. Et vous vous rappelez comment ça avait fini par Le Pen, le père Le Pen au deuxième tour. Vous nous disiez tout à l'heure que hors cours, vous discutiez politique avec certains de vos étudiants. Ouais. Est-ce que vous sentez une montée du Rassemblement national chez ces étudiants, justement ? Chez les jeunes ? Alors, certains, effectivement, me racontent qu'autour d'eux, oui, bien sûr, c'est des idées qui se répandent et qui se banalisent. Ça vous fait peur ? C'est extrêmement inquiétant, ouais. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas seulement d'ailleurs les scores du Front National, c'est que le jour où le grand patronat, les milliardaires, ils jugeront que les partis traditionnels ne suffiront pas à faire taire les travailleurs, eh bien, ils seront prêts peut-être à utiliser la manière forte. Aujourd'hui, c'est pas le choix qu'ils font. Ils préfèrent un Macron, ils préfèrent peut-être même un NUPES, mais et dans les quartiers populaires de La Rochelle, on peut parler de la Palisse, Villeneuve-les-Salines, on peut parler de Mireuil. Il y a une montée de ce Rassemblement national chez vous ? Alors, ça fait un certain temps, en fait. Ouais. Là, ça augmente ? Ça a pas été, aux dernières élections, c'est pas là que ça a le plus augmenté. Mais oui, ils ont conservé un certain poids, bien sûr. Et c'est inquiétant, effectivement, qu'il y ait des travailleurs qui étaient assez déboussolés, en fait, par les trahisons des partis ouvriers pour penser que Le Pen puisse les défendre. Le Pen, c'est une démagogue, mais derrière, elle peut se contenter, en fait, effectivement, de critiquer Macron et de miser sur le fait qu'on l'a pas essayé. Et c'est ça qui fait que certains en viennent à penser qu'elle pourrait être mieux. Mais Le Pen, c'est une défenseuse du système. Elle est à plat ventre devant le grand patronat. Elle critique jamais, d'ailleurs, la grande bourgeoisie. Elle peut critiquer certains aspects, mais elle critique jamais le système dans son ensemble. Et c'est la première à hurler quand les travailleurs font grève, à la SNCF par exemple. C'est un parti anti-ouvrier, en fait, le Front National. Recentrons-nous sur la première circonscription, si vous le voulez bien. Moi, j'aimerais avoir votre bilan, le bilan que vous faites des 5 années d'Olivier Falorni, l'actuel député donc, sur notre première circonscription. Qu'est-ce que vous en tirez ? Si vous voulez, comme je vous le disais, on ne se présente pas pour briller le strapontin. Non, mais vous avez quand même une opinion sur l'ensemble de son... Monsieur Falorni, c'est un politicien comme plein d'autres qui navigue entre la gauche et la droite selon ses intérêts, voilà, qui n'hésite même pas à l'occasion à faire de la démagogie anti-ouvrier, voire de la démagogie proche d'extrême droite, qui a voté la confiance au gouvernement de Macron dès son arrivée au Parlement. Voilà, ça le juge, c'est absolument pas mes idées. Durant ces 2 mandats, il a défendu 2 grandes causes, donc le droit animal et le droit à mourir dans la dignité. Ouais. C'était une priorité pour vous ou il aurait dû porter d'autres causes dans l'hémicycle, plus localement ? Non, mais le droit animal, bien sûr, les conditions dans les abattoirs sont révoltantes, mais elles sont révoltantes aussi bien pour les animaux que pour les salariés. Quand je parlais de démagogie en tant qu'ouvrière, on les abat pas, mais c'est pas physiquement. En tout cas. Mais on les conduit au désespoir. Ils ont des conditions de travail inhumaines dans les abattoirs. D'ailleurs, il y a une émission de Cache Investigation. Par le métier lui-même, c'est très difficile. C'est un métier très 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 dur. Oui, mais c'est difficile aussi du fait des conditions, des rythmes qui sont imposés. Le même métier, si vous embauchez, si vous ralentissez les rythmes, si vous ralentissez les cadences, si vous diminuez le nombre d'heures de travail, il est moins dur. Je me rappelle d'une émission de Cache Investigation qui avait démonté les discours de M. Falorni qui avait insulté les travailleurs des abattoirs, qu'ils avaient traités de sadiques, etc. Je ne sais plus si c'était envoyé spécial ou Cache Investigation d'ailleurs, mais qui avait montré qu'en fait... Oui, c'est la même équipe, ouais. Qui avait montré qu'en fait, dans chaque cas où il avait accusé les travailleurs, c'était le patron en fait, qui était responsable de ne pas avoir mis en place des améliorations techniques qui étaient demandées par les services sanitaires souvent. Et le droit à mourir dans la dignité alors ?
Alors, le droit à mourir dans la dignité, moi je suis tout à fait pour aller au-delà de la loi Leonetti. Je pense qu'effectivement, on doit aider les personnes. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Je pense qu'on doit aider les personnes qui sont atteintes de maladies incurables et qui souhaitent mourir dignement à le faire. Mais ça, par exemple, aussi, c'est indissociable de la situation des hôpitaux, parce que, et ça, c'est quelque chose que j'entends pas, que j'ai pas entendu dire ni par Falorni ni par d'autres, c'est que dans une situation où les hôpitaux manquent de moyens, vous vous rappelez pendant le Covid, les hôpitaux qui devaient choisir entre les malades qui sauvaient et les malades qui laissaient mourir, eh bien, le manque de moyens, est-ce qu'il ne conduira pas, comme ça, à inciter à pas sauver des malades qui pourraient être sauvés? Donc, dans une société comme ça, où c'est l'argent qui régit tout, moi, j'ai aucune confiance dans le fait qu'une loi pour aider au suicide, justement, ne soit pas donc, pour résumer, sur ce projet de loi-là, Olivier Falorni n'est pas allé assez loin. Et sur le droit animal, en fait, il aurait dû défendre le droit des salariés dans les abattoirs. Alors, sur le droit à mourir dans la dignité, je vous dis, c'est quelque chose qui est insoluble dans cette société capitaliste pourrie par l'argent, en fait. C'est ça, sur le fond, en fait. C'est même pas une question de ce qu'il y a dans la loi. Hein. C'est un problème qui est intrinsèquement lié à la société capitaliste. Mais de la même manière que les conditions des travailleurs. Hein. C'est uniquement par le rapport de force qu'on changera ça en réalité. Il n'y a aucune loi qui empêchera ça. Et c'est surtout pas, comme disait M. Falorni, en mettant des caméras dans les abattoirs pour surveiller les travailleurs. Antoine, une question sur le tourisme. Oui, sur la première circonscription, oui. Elle est très touristique. Ouais. Est-ce que vous souhaiteriez que l'on se détourne du tourisme pour l'industrialiser un peu plus ou accueillir des sociétés un peu plus importantes, par exemple? Alors ça, de toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est les patrons qui décident d'où ils vont, de partir. Là, M. Fontaine vient de décider de délocaliser une partie de sa production de bateaux sur Bordeaux, par exemple. Voilà, c'est ni les députés, ni même Macron qui décident de ça. Après, bien sûr qu'il y aurait besoin de produire plein de choses qui manquent. Il y aurait besoin de produire, par exemple, des trains, de développer les transports. Hein, là, quand on refait des lignes de train, même quand il parle, Macron se vante d'avoir rénové quelques petites lignes. On l'a vu avec l'exemple de la ligne La Rochelle-Nantes, c'est pour remplacer les deux voies par une voie unique. Donc on est directement concerné à Maran. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez suivi ce dossier un petit peu ? Bah oui, bien sûr, d'autant plus qu'on a des camarades qui travaillent à la SNCF. Mettre une voie unique, ça empêche, si la demande augmente, de mettre une fréquence de train suffisante. On parlait il n'y a pas si longtemps de tram-train, maintenant on n'en parle plus du tout. Un tram-train, ça voudrait dire mettre des trains réguliers tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, je ne sais pas, surtout aux heures de pointe. Je vais revenir sur un élément, vous parliez de la délocalisation des moteurs de bateaux de chez Fontaine-Pajot, chez Quatch, à Bordeaux exactement. Vous avez des antennes un petit peu partout dans les entreprises, vous nous avez expliqué ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des réactions des salariés de chez Fontaine-Pajot par rapport à ça ? Alors là, ça vient juste de tomber. Est-ce que vous allez y être attentif alors ? Oui, bien sûr. Je crois qu'ils ne savent même pas encore, d'ailleurs, s'il y aura des pressions pour être muté, pour partir sur Bordeaux. Ça, j'en sais rien, mais on sera attentif à ça, bien sûr. En tout cas, ce que je sais, c'est que les entreprises, elles sont prêtes à faire pression. Là, on a eu l'exemple, par exemple, avec la CEMAT. On a appris qu'il y a des emplois qui vont être délocalisés du nord vers La Rochelle. Et on va obliger les salariés à partir sous menace de perte de leur emploi, de quitter le nord pour venir à La Rochelle, à la CEMAT. Et c'est révoltant. En fait, cette société, on est en démocratie, mais c'est la dictature de ceux qui ont l'argent. C'est la dictature du patronat. Vous voudrez changer aussi le fonctionnement au sein des entreprises ? Que les salariés aient plus de pouvoir, plus de pouvoir de décision surtout ? Bien sûr, moi je suis pour le contrôle ouvrier, le contrôle sur les décisions, le droit des salariés de dire tout ce qu'ils voient, mais le droit aussi de prendre les décisions dans les entreprises, effectivement. Mais ça demandera un rapport de force. Hein. Ça pourra se faire à la faveur d'une explosion sociale, en réalité.
On va passer, Yannick, à une question sur le logement à La Rochelle, et dans la première circonscription principalement. Pas facile de se loger, on peut résumer ça comme ça, hein. Manque de logements sociaux. On est en pleine révision du PLUI, il y a des réunions publiques en ce moment. L'équipe de Jean-François Fontaine reconnaît qu'ils ont peut-être été un petit peu trop verts, on va dire, hein, au profit du bétonnage. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce logement social? Est-ce qu'on doit l'encadrer? Est-ce qu'on doit en faire plus? Il y a aussi le problème des Airbnb. Quelle est votre position là-dessus? Le logement étudiant également? Les logements étudiants, oui. Alors bien sûr, je pense qu'il faut construire beaucoup plus de logements sociaux. Aujourd'hui, on en détruit beaucoup, mais les construire à la place de quoi? Parce qu'il y a un problème de foncier malgré tout. Oui, mais les maires ont un pouvoir de préemption qu'il faudrait utiliser. Hein. Et puis, il faudrait reconstruire à la place, à Villeneuve-les-Salines, on est en train de détruire des bars. Il faudrait reconstruire à la place et puis avec plus de logements. Hein. Mais effectivement, vous parliez aussi des Airbnb. Oui, et puis et la hausse du coup pour les loyers dans le privé. Il faut plafonner ces loyers. On est sur une zone en tension déjà. Bien sûr, et puis vous savez, si on construisait déjà plus de logements sociaux et puis de bonne qualité, pas des logements où on entend ses voisins parce que le béton c'est très sonore, des logements bien isolés, s'il y avait des logements de qualité et pas cher, ça ferait y compris baisser les loyers dans le secteur privé. Est-ce qu'il faut prendre la main sur les... S'il n'y avait pas la pression par le manque de logements. Est-ce qu'il faut prendre la main sur les logements qui ne sont pas loués justement? Est-ce que le public... Mais une manière de prendre la main, ce serait qu'il y ait suffisamment de logements sociaux à bon marché, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et de bonne qualité. Et par simplement les lois du marché, ça ferait s'effondrer les loyers et les prix de l'immobilier dans le secteur privé. Et il y a besoin effectivement de logements étudiants. Là, c'est indigne. Il y a des étudiants qui sont obligés tous les ans de renoncer à leurs études à La Rochelle parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Il y a, je crois, le Crous, c'est 1000 logements pour 8000 étudiants, sans compter les écoles. 8000 étudiants rien que sur l'université. Oui, avec des résidences qui sont assez vétustes généralement. En plus, ouais. Et puis certaines qui sont chères en plus. Selon les résidences, c'est différents niveaux de prix. Les plus vétustes sont un peu moins chers, mais ça reste cher quand même. Effectivement. Alors, donc, juste pour éclairer un petit peu ceux qui nous regardent, il y a une étude qui a été faite par l'étudiant.fr qui est sortie il y a quelques temps. Donc les étudiants rochelais sont 13% de plus que l'année passée. Hein, donc on a de plus en plus d'étudiants. Et le loyer moyen d'un studio à La Rochelle de 494, enfin disons 500 €. Ce qui est plus cher qu'à Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg. C'est quand même assez phénoménal. Donc la question, c'est effectivement, doit-on légiférer à ce moment-là sur le logement étudiant et permettre et obliger quelque part les propriétaires à louer à bas coût pour les étudiants. Et là, forcément, ça ferait baisser le prix général, on va dire. Oui, alors effectivement, c'est pas seulement les étudiants, c'est les familles ouvrières qui n'arrivent pas à se loger, qui sont obligées de se loger à 10, 20, 30 km de La Rochelle à cause du prix du foncier, du coût des loyers sur La Rochelle. Et ce qui fait augmenter aussi le prix du foncier à 10, 20 ou 30 km, hein, parce que comme il y a une demande qui est forte... Exactement. Donc ça veut dire que même là, ils ne sont pas à l'abri effectivement de l'augmentation des coûts. Et puis ils sont du coup prisonniers après de l'augmentation du prix de l'essence. Hein. C'est le fuel, le gasoil qui a augmenté de 40% depuis le début du confinement. Ça s'ajoute au fuel domestique qui a augmenté de 60%, alors que les salaires sont bloqués. Sont bloqués depuis des années. Dans la fonction publique, ça augmente pas non plus. Pour beaucoup, c'est du coup devoir choisir entre payer son chauffage, payer ses factures ou se nourrir correctement. C'est indigne. Donc c'est effectivement à ça que ça conduit l'augmentation des loyers. Et la solution face à ça, c'est effectivement de construire dans le logement social à bon marché. Mais ça demanderait des moyens. Et les moyens, ils existent. Aujourd'hui, les seules entreprises du CAC 40, elles ont annoncé 160 milliards de profits
160 milliards de profits, on peut compter de logements avec ça. On avait chiffré qu'on peut construire 5000 hôpitaux avec ça. On peut embaucher 4 millions de personnes avec ça, parce qu'il y a aussi le problème du chômage. Hein, mais en résumé, sur les maires de votre circonscription, vous les inviteriez à faire vous les obligeriez peut-être à faire de la préemption. Bien sûr. C'est bien beau d'avoir l'argent pour construire, mais si on n'a pas les terrains... Enfin, je les obligerai. Vous savez, c'est pas dans les attributions d'un député. On ne se présente pas pour gérer une circonscription. Oui, mais vous légiférez quand même à terme. Oui, les députés, ils votent les lois, mais c'est... Mais effectivement, je pense qu'il y aurait besoin, bien sûr, sur les zones en tension, il faudrait de prendre des terrains fonciers pour construire. Ouais, effectivement, c'est un besoin. Un autre sujet important, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est l'hôpital. Ouais. Alors, en règle générale, mais là, forcément, l'hôpital de La Rochelle, comme vous le savez, il va se déplacer. Il va aller à la place du parc des expositions. Faire un nouvel hôpital, ça règle tous les problèmes ? En tout cas, apparemment, c'est un besoin parce qu'il n'a pas les capacités suffisantes. Mais vous savez, c'est un peu comme tout, la construction d'un nouvel hôpital. On aurait pu en parler aussi d'ailleurs pour les constructions de logements. Ça va se faire avec du profit. Les entreprises du BTP, pour eux, c'est des marchés. Donc, en fait, ça demanderait qu'il y ait des agences publiques pour faire ça à prix coûtant, pour pas que ce soit justement une vache à lait pour des milliardaires du BTP pour se faire de l'argent sur le dos des hôpitaux. Et pour encore accroître la dette des hôpitaux, il faudra voir aussi si c'est pas un partenariat public-privé qui va encore endetter un hôpital sur des années. Comme la CGT, vous avez peur d'une privatisation de l'hôpital public, justement ? Mais elle est en cours, cette privatisation, bien sûr. C'est déjà un fait, en fait, parce que le fait d'endetter les hôpitaux auprès des banques, ce qui a été permis par une loi de 2005, depuis la dette des hôpitaux elle a triplé en une dizaine d'années. Je ne sais même pas à combien elle est aujourd'hui. Elle est montée très vite à 30 milliards. Ça veut dire que c'est les banques finalement qui sont les propriétaires des hôpitaux, si les hôpitaux sont endettés auprès d'elles. Beaucoup d'hôpitaux ont dû sous-traiter aussi plein de services, ont dû sous-traiter la blanchisserie, la cuisine, etc. Et le personnel dans tout ça, on parle de services en tension, notamment les urgences de l'hôpital de La Rochelle. Le Covid s'éloigne un peu, il reviendra, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait pour ce personnel ? Justement, il faut embaucher massivement. Exactement le contraire de ce qu'a fait le gouvernement Macron depuis qu'il est là, ou de ce qu'ont fait les gouvernements précédents. La situation, elle est absolument scandaleuse. Oui. Comment on fait pour embaucher massivement quand justement il n'y a plus d'étudiants qui veulent prendre le risque de se lancer dans des études de médecine quand on voit ce que ça donne quelques années plus tard quand on accède à la profession ? Mais si, justement, j'ai été frappé de voir d'ailleurs qu'il y a des lycéens qui avaient choisi dans Parcoursup des écoles d'infirmiers, d'aides-soignants, et qui n'ont pas pu y accéder parce que le nombre de places est limité, alors qu'il y a des besoins énormes. Parce qu'en fait, c'est un choix politique de limiter l'accès à ces formations, parce qu'ils ne veulent pas créer de postes après, à la fin de tes écoles. Donc les vocations dans la jeunesse, elles ne manquent pas. Et c'est pas par l'attrait des hauts salaires qu'il y a dans la profession, je peux vous dire, que les jeunes se dirigent vers ça. C'est beaucoup parce qu'ils par conviction pour beaucoup. Mais le Ségur de la santé, justement, d'abord il y a des catégories de salariés qui n'ont rien touché, qui ont même fait grève pour ça il n'y a pas si longtemps. Puis c'est une goutte d'eau. Non, ce qu'il y a besoin, ça nous ramène aux revendications d'un salaire minimal à 2 000 € pour tous, et d'une augmentation considérable, une hausse considérable des salaires pour tous, de 300, 400, 500 €, parce que les prix s'envolent. Même déjà, c'est ce qu'on chiffrait avant que l'inflation s'emballe là. Mais même ces 2 000 €, ça sera à revoir à la hausse si les prix continuent de flamber, parce que c'est ce qu'il faut, c'est la somme qu'il faut pour vivre dignement sans compter sou après sou. Malgré tout, la masse salariale augmente. Moi, j'ai parlé des toutes petites entreprises, il y en a beaucoup sur votre circonscription. Si vous mettez un salaire minimum à 2 000 €, les charges vont augmenter pour le patronat en même temps, pour ces petits patrons. On fait comment ? On prend où l'argent ?
Alors vous savez, c'est pas les petites entreprises qui payent le plus mal leurs salariés. Non, mais forcément qu'il y en a Carrefour, ils payent les caissières au SMIC. Non, mais je parle des toutes petites PME, c'est-à-dire entre 1 et 10 salariés. Ils ont des salaires certainement à hauteur du SMIC. Comment on fait quand on bascule à 2000 € avec les charges qui vont avec pour le patron? Mais justement, enfin, voilà, je vous disais que les bas salaires, ça concerne d'abord souvent les grandes entreprises. Il y a bien des petits artisans qui payent mieux que ça leurs ouvriers, et puis qui eux-mêmes ont un salaire proche de celui de leurs ouvriers. Mais pour vous répondre aussi, eh bien, ces petites entreprises, très souvent, elles sont étranglées par des plus grosses. Elles sous-traitent pour des plus grosses. Et les grosses entreprises, les donneuses d'ordre, elles ont le moyen de répercuter leurs coûts. Quand l'inflation fait monter le prix des matières premières, eh bien, elles répercutent ça sur leurs sous-traitants. Elles répercutent ça sur les petites entreprises. Et c'est ça, en réalité. C'est les lois du marché qui font tout porter sur les plus petits. Alors, d'abord sur le monde du travail, parce que les salariés, eux, ils n'ont pas le moyen de répercuter ça sur quelqu'un d'autre. J'ai vu un reportage là, sur les boulangers qui, face à la hausse du prix de la farine, vont augmenter le prix du pain. Eux, ils peuvent encore faire ça, mais le salarié de la boulangerie, lui, qu'est-ce qu'il peut faire quand les prix augmentent et que son salaire est bloqué? Il n'a pas le moyen de répercuter la hausse des prix. Et ça, pour changer ça, ce sera par la lutte. Aussi bien, et cette lutte, elle unira les intérêts des travailleurs des hôpitaux dont vous parliez, qui auraient besoin effectivement d'une revalorisation considérable de leur salaire, mais comme tous les salariés de tous les secteurs, et y compris les petits artisans, pourraient être solidaires de ces revendications. Parce que quand les salaires augmentent, eh bien ça tire la demande pour eux. Le chèque inflation, il a été perçu comment chez les ouvriers que vous avez rencontrés, par exemple? Vous en avez discuté de ça? Oui, bien sûr. Mais, comme le chèque énergie, par exemple. Mais c'est dérisoire. Les salariés, ils ne demandent pas une aumône. Ils ont besoin d'une hausse de salaire. Et il faut que le salaire, tous les mois, soit plus haut. Pas une fois comme ça. Effectivement, ce chèque inflation, c'est révoltant de penser que les salariés, on va les faire taire simplement avec une misère comme ça. Ouais. Si vous le voulez bien, on va passer à l'exercice de cette émission, le pour ou contre. Ouais. Alors le pour ou contre, les téléspectateurs commencent à connaître cette partie de l'émission. Je vous le rappelle, c'est très simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. D'accord. Et le débit est relativement soutenu. Yannick. Ouais. Antoine Collin, pour ou contre la gratuité du pont de l'Île de Ré? Pour. Pour ou contre la suppression de la redevance télé? Pour. Ah, vous vous rapprochez de Macron là. Pour ou contre la gratuité des transports publics sur votre circonscription? On va élargir le cercle un peu. Pour ou contre le faire payer par les entreprises. Ouais. Pour ou contre le retour de l'impôt sur la fortune? Tout à fait pour, mais en l'élargissant aux fortunes industrielles. Pour ou contre le vote électronique? On sait qu'il y a un désamour de plus en plus flagrant des électeurs. Est-ce que ça ne pourrait pas faciliter, notamment chez les jeunes? Ça dépend comment ça se fera. J'ai pas trop d'avis. C'est pour et contre, quoi. C'est ça. Alors, pour ou contre le retour à la perpétuité incompressible? Là, on va sur le volet justice, les condamnations. Contre. Pour ou contre un quinquennat unique pour les députés? Pourquoi pas? Plutôt pour. Pour ou contre la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre? Contre. Antoine. Pour ou contre la régularisation de l'ensemble des sans-papiers qui se trouvent sur le territoire français? Absolument pour. Pour ou contre la défiscalisation des heures supplémentaires? Contre. Pour ou contre la prise en compte des votes blancs aux élections? Ils le sont déjà. Pour... Ça se discute. Pour ou contre la possibilité donnée aux étrangers de voter aux élections présidentielles ou législatives? Pour. Vous voulez revenir sur un pour ou contre? Non?
Sur un peu tout si vous voulez, oui. Enfin, bien sûr que je suis pour que les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur nationalité, puissent voter. Hein. Les travailleurs étrangers, les travailleurs immigrés, ils payent leurs impôts en France et puis ils n'auraient pas le droit de donner leur avis. Hein. Alors bien sûr, l'élection, c'est pas ça qui changera leur sort, mais c'est au moins le moyen de donner son avis. Et effectivement, la classe ouvrière, une fraction importante de la classe ouvrière est immigrée, est d'origine immigrée. Dans les grandes entreprises, il y a des dizaines et des dizaines de nationalités représentées. C'est le cas maintenant dans le nautisme, là où il y a des travailleurs qui viennent de différents pays d'Afrique maintenant, chez Dufour, Fontaine-Pajot, etc. Oui, mais c'est des travailleurs privés, effectivement, de voix aux élections. Ça réduit le poids électoral de la classe ouvrière. On arrive au terme de cette émission, Antoine Colin. Ouais. Comme je vous le disais, hors émission, on vous offre 2 minutes, un temps de parole de 2 minutes, sur le sujet que vous souhaitez évoquer, soit revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué dans l'émission, soit nous faire profiter d'un tout nouveau. Voilà, c'est à vous, vous avez carte blanche pendant 2 minutes. D'accord, je vous remercie. Écoutez, si je pourrais revenir sur le contrôle qui est nécessaire, le contrôle par les travailleurs de l'économie, parce que je pense que c'est l'idée la plus importante qu'on veut porter. C'est ça qui rendra possible tout le reste. C'est ça qui rendra possible d'augmenter les salaires en prenant sur les profits. Hein, c'est de savoir justement combien d'argent il y a dans les profits. On a quelques chiffres comme ça, les 160 milliards des profits du GEC 40 dont on parlait, mais les profits se nichent bien ailleurs encore. Hein, et c'est ça qui rendra possible aussi d'en finir avec le chômage, en répartissant le travail entre tous. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de chômeurs, d'après les chiffres de Pôle emploi. Vous connaissez les chiffres du chômage sur votre circonscription ? Je crois que c'est 7,5%. Hein, c'est énorme. Hein, et pourtant, ça a baissé. Hein. On entend les politiciens effectivement se réjouir parce que ça a baissé, c'est magnifique, etc. Mais c'est révoltant qu'il reste à ce niveau-là. C'est quand même ça le problème. Hein, Donc vous disiez plus de contrôle des travailleurs sur en fait l'outil industriel, l'outil de travail, en fait, c'est ça ? Sur les décisions dans la société, sur l'ensemble des décisions dans la société. Là, on a vu le scandale, on parlait tout à l'heure de Buitoni, là, mais il y a aussi le scandale d'Orpea, où on a vu comment Orpea ou leur concurrent là, on n'a pas les noms, avait une double comptabilité, hein, et l'ARS fermait les yeux avec indulgence là-dessus. Enfin, ils cherchaient pas trop à contrôler, alors que les travailleurs pourraient le dire. Ils sont au courant, les travailleurs, les comptables, etc. Alors justement, ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. Qu'est-ce que vous feriez pour les EHPAD ? C'est un vrai problème aujourd'hui. Trouver une place en EHPAD, peut-être en unité protégée, c'est encore plus compliqué, et les coûts sont énormes pour les familles. Mais justement, il faudrait construire des EHPAD publics. Il y en a quelques-uns, mais même eux manquent de moyens d'ailleurs. Même dans les EHPAD publics, parfois les travailleurs eux-mêmes dénoncent qui se considèrent comme des maltraitants parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper dignement des personnes. C'est le cas aussi là, des travailleurs du CCAS de La Rochelle là, qui ont fait grève pendant 1 semaine en dénonçant le fait justement qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des travailleurs handicapés. Il y a un nouveau pôle handicap là, qui a été fait, mais sans les moyens. Ils ont dû faire grève pour se voir promettre des embauches et des moyens pour s'occuper dignement des personnes handicapées. Vous êtes au courant des problèmes de l'EHPAD de Nieul-sur-Mer, qui, je le rappelle, est un EHPAD public et qui a un double problème, un problème financier et un problème humain à l'intérieur, de gestion de personnel. Tout à fait. Et effectivement, ça montre que... Dont la directrice a été recrutée par M. Flamand, le directeur de l'ARS aujourd'hui. Hein. Mais ça montre bien que... Est-ce que vous êtes au courant de cette problématique ? Oui, j'ai entendu effectivement, et que les EHPAD publics, effectivement, s'ils manquent de moyens, eh bien, ils seront dans la même situation que les EHPAD privés. Alors, le scandale qu'il y a en plus dans les EHPAD privés, c'est que c'est une machine à faire du fric. Hein. Ils ont même trouvé un nom, ils appellent ça l'orguerie. Nieul-sur-Mer, on s'orienterait peut-être de par la municipalité à une revente de cet EHPAD. Hein.
Alors le problème, c'est effectivement de dégager des moyens pour faire fonctionner avec le personnel suffisant ces EHPAD en embauchant massivement. Il y a 5,5 millions de chômeurs, donc ça veut dire qu'on peut former des travailleurs pour mettre, il faut mettre le paquet, il faut mettre les moyens, il faut mettre les milliards qu'il faut en prenant sur les profits des grosses entreprises. Et puis en les faisant fonctionner sans profit. Il ne faut pas que l'argent public, l'argent des ARS, comme c'était le cas, là, comme ça a été révélé dans le scandale des Orpea, aille enrichir les actionnaires de ces grands groupes privés. Merci Antoine Collin, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Et puis bonne chance pour ces législatives qui, je le rappelle, commencent véritablement le 12 juin. Le premier bulletin sera mis dès 8h le matin, le 12 juin. Merci Antoine Collin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Jean-Marc Soubest qui revient dans l'émission. Il était venu, je crois, si ma mémoire est bonne, tout début mars. Il est candidat à la NUP, ou la NUPS, comme on dit, ou NUPES, comme vous voulez, à la députation sur la première circonscription de La Rochelle. Donc, ça sera un de vos concurrents sur ces législatives. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien et n'hésitez pas à commenter cette émission. Merci.